18 ans, vous avez, en 2021, mars 2021, vous avez écrit un livre, Faire avec, et qui me semble être hautement politique. Alors, c'est un livre politique qui dit que je ne sais pas trop ce que c'est que la politique. En fait, je vais arrêter de faire ce type de livre. J'en avais déjà fait un avant qui s'appelait Contre-courant politique, un autre qui s'appelait Renverser l'insoutenable. Et j'en ai ras-le-bol maintenant. Je ne vais plus faire de livres comme ça, je crois, parce que à chaque fois, j'essaye de dire que moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle politique dans notre société, qu'il me semble que ce qu'on fait lorsqu'on dit qu'on fait de la politique, c'est pas satisfaisant du tout, et que nous savons tous que c'est pas satisfaisant. Donc j'essaye, avec chacun de ces petits livres, d'essayer déjà de comprendre ce qu'on fait et pourquoi c'est pas satisfaisant, et que peut-être on pourrait faire autre chose. Mais plus ça va, plus je doute que ce que j'apporte là aide à quoi que ce soit. Alors je crois que je vais arrêter. Mais celui-ci, l'idée, c'était de se dire, en fait, il y a un sous-titre au livre qui est « Conflit, coalition et contagion ». Et donc en fait, j'ai écrit ça quand il y avait au début du confinement, parce que, je sais pas, je devais écrire, il y a une sorte de commande de choses qui ne se sont pas faites, et d'essayer de réfléchir à ce que c'est cette histoire de contagion. Et surtout, j'ai lu un texte d'un ami à moi, français, mais qui travaille au Canada, qui s'appelle Thierry Bardini, qui travaille à la fois en théorie de la communication, il enseigne la communication à l'Université de Montréal, mais qui a toute une formation de biologiste. Et donc lui, quand on parle de virus, il a fait des articles là-dessus, il vient de finir un livre, j'espère qu'il va se faire publier bientôt. Quand il parle de virus, il sait de quoi il parle, parce qu'il a fait de la biologie, etc. Et il pense que lorsqu'on parle de viralité informatique, que ce soit un virus qui vient infester notre ordinateur, ou quand on dit en anglais « to go viral », que quelque chose se reproduit sur Internet parce que tout le monde clique dessus et tout le monde regarde la vidéo, etc., devenir viral, pour lui, ces trois couches, viralité biologique, viralité informatique et viralité médiatique, il dit que ce n'est pas seulement des métaphores, ce n'est pas simplement qu'on prend quelque chose, puis après on a une analogie, une métaphore. Il essaie de nous faire comprendre qu'il y a vraiment des structures qui sont les mêmes. Il y a une structure de contagion virale, qu'on peut observer à différents niveaux et qu'il faut penser dans l'articulation de ces différents niveaux. Et donc lui, il avait fait un article là-dessus qui était paru dans la revue AOC sur justement le capitalisme viral, il fait un livre, et ça m'avait vraiment stimulé cette affaire. Et donc il me semble, à l'arrivée de ce livre-là, qui s'appelle « Faire avec », il y a justement cette idée de contagion. Et en partie, alors après, ce qui unifie un petit peu le livre, c'est de remettre en question l'assimilation de la politique à la guerre. Parce que souvent, en tout cas dans les milieux de gauche, je pense les milieux de droite aussi, on se dit, la politique, c'est le rapport de force, on a des ennemis, il faut identifier des ennemis et il faut défaire les ennemis. Et c'est ça la politique, c'est une sorte de combat modelé sur le modèle de la guerre. Et il me semble que ça ne marche pas bien. Ceci. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit. Peut-être que ça a toujours été comme ça, peut-être que ça sera toujours comme ça, mais que ce modèle-là de penser la politique à travers l'identification d'ennemis, il me semble que ce que je comprends de certaines sensibilités des jeunes, c'est pas forcément... Alors, il y a plein de jeunes qui pensent des choses différentes, mais il me semble qu'on évolue un petit peu loin de ça, et que dans le modèle de la viralité, il y a une invitation à complémenter la relation d'hostilité, des ennemis, hostilité, par des relations d'hospitalité. Et lorsqu'on a eu le Covid qui est arrivé ici, on a eu un président qui nous a dit « c'est la guerre, on est en guerre, on est en guerre », et il l'a dit 6 fois de suite, peut-être que vous regardiez ça aussi. Et donc là, il a visiblement interprété le virus comme un ennemi qu'il faut défaire, qu'il faut vaincre, qu'il faut éradiquer. Et puis il y a d'autres personnes, Charlotte Brive ou d'autres, qui sont justement plutôt des gens qui travaillent vraiment avec les virus, qui regardent ce que c'est qu'un virus, qui nous disent que les virus, on en a plein dans notre corps, tous nos entrailles, nos intestins, notre estomac, c'est plein de virus. Et si on n'avait pas ces virus, on serait mort. On a besoin de tous ces virus. Et les mêmes virus, ils peuvent nous rendre malades, ou on peut en avoir besoin,
que ça dépend de moments de la vie, ça dépend de contexte, ça dépend d'endroit, ça dépend de plein de choses, et que se dire on va simplement éradiquer les virus, c'est complètement irréaliste, parce que souvent on a besoin de ces virus. Et les virus contre lesquels on peut développer des anticorps, eh ben, des fois ils nous rendent plus forts, ou ils nous donnent un avantage dans la compétition, si on veut, entre les espèces, etc. Donc c'est, je trouve, beaucoup plus complexe que simplement de dire il faut éradiquer en particulier les virus. Et donc de se dire, ben oui, il y a des relations d'hostilité, mais essayons de penser ce qu'il y a aussi de relations d'hospitalité, y compris à travers les virus. Et donc après, qu'est-ce qui se passe si on repense la politique en se disant, plutôt que vaincre des ennemis, ce qui aujourd'hui permet de faire avancer des idées politiques, c'est d'essayer de s'implanter quelque part. D'être un petit peu opportuniste pour se dire, bah, tiens, dans quel réseau de diffusion je peux essayer de faire circuler mon idée. Ou au contraire, qu'est-ce que je peux accueillir chez moi, accueillir dans mon discours, accueillir de nouveau dans mes réseaux de circulation, qui est quelque chose d'étranger, qui peut-être est quelque chose de menaçant, mais qui va nous transformer, qui va nous rendre plus aptes à faire face à certains problèmes. Et donc, tout le livre, c'est un petit peu de repenser la politique plus loin de l'hostilité et de l'ennemi, et de se dire comment ce qui est devenu évident pour tout le monde en quelques années, à savoir qu'il faudrait que les idées deviennent virales, il faudrait que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens regardent cette vidéo-là, ou écoutent cette chanson, ou lisent cet article. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est très difficile de savoir pourquoi ça va marcher. Qu'il y a des choses admirables qui circulent et qui changent les idées, les imaginaires de toute une population simplement parce que ça a pu devenir viral, et comment penser l'action politique ou les pratiques politiques à travers ce besoin de contagion. Et donc le terme au milieu, donc il y a conflit pour le côté un petit peu ennemi et contagion à la fin, et puis au milieu il y a la notion de coalition, et la deuxième partie du livre, c'est d'essayer de comprendre comment ce qui rend la gauche, à mon avis, très très impuissante depuis pas mal de décennies, c'est une incapacité à bien faire des coalitions. Et donc, qu'est-ce que c'est que les coalitions? En quoi, souvent, on se divise sur des choses qui ne sont pas très importantes, alors qu'on devrait garder ces désaccords à l'intérieur d'organisations ou à l'intérieur de structures de dialogue, et que là, ça nous oppose les uns aux autres, alors qu'il faudrait garder ce dissensus et penser différemment les coalitions. Voilà. Donc le livre, c'est un petit peu une réflexion conflit, coalition, contagion. C'est ce qui me vient comme question dans ce plaidoyer pour le dialogue. Comment dialoguer avec les djihadistes, par exemple? Et ça, je crois que c'est alors djihadistes, où il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Pour moi, c'est par exemple les gens qui sont fermement opposés à l'avortement pour des raisons religieuses. Quelqu'un qui me dit, voilà, un embryon de quelques semaines, c'est un être vivant, et on n'a pas le droit de le tuer. C'est un crime de le tuer. Moi, je ne réfléchis pas du tout comme ça. Et je trouve inacceptable qu'on empêche des femmes de faire un avortement si elles sont dans des circonstances où elles pensent devoir faire un avortement, qui n'est jamais quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Et donc il y a certains comportements des militants anti-avortement que je ne trouve pas défendables, mais de me confronter à ce fait qu'ils ou elles ont une certaine définition de la vie qui est différente de la mienne, mais que je ne peux pas condamner a priori. Enfin, si on trouve qu'il y a quelque chose de sacré dans la vie dès la première semaine ou le deuxième jour, au nom de quoi je dirais que c'est vrai ou que c'est faux? Ce n'est pas vrai ou faux, c'est juste une certaine façon de définir la vie. Alors de nouveau, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence? C'est là où ça devient vraiment important, et c'est là où on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. À savoir si on recommence à interdire l'avortement sur la France pour des raisons comme ceci, là il faut se battre. Mais savoir que
voilà, qu'il n'y en a pas un qui a raison et un qui a tort sur quelque chose comme la définition de la vie. Là, pour moi, c'est évident, ce type de constat d'échec à avoir une raison supérieure qui dira ce que c'est vraiment que la vie, ou est-ce que quelqu'un a tort ou est-ce que quelqu'un a raison, c'est évident parce que je viens de la littérature. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que la littérature? C'est des gens qui écrivent des romans, qui développent des imaginaires, qui font des raisonnements, qui sont toujours ancrés dans une certaine énonciation. C'est toujours quelqu'un qui parle dans la littérature, c'est pas la vérité qui parle. Peut-être que les philosophes ont eu la prétention à un certain moment que ce soit la vérité qui parle à travers eux, peut-être, je ne sais pas comment ils peuvent le faire, c'est leur problème. Moi, ce que je sais, c'est que quand un être humain parle, ou quand une culture, ou un collectif, ou une organisation parle, c'est toujours ancré dans un certain moment d'énonciation, dans des rapports sociaux, dans un développement de l'histoire. Donc, on développe des vocabulaires pour exprimer nos valeurs, pour exprimer nos visions du monde, mais il n'y a pas de point de vue supérieur qui permettrait de dire que ma vision du monde est plus vraie que la vôtre, que vous soyez djihadiste, que vous soyez militant anti-avortement. Et donc de se confronter à des paroles et à des arguments de djihadistes ou de militants anti-avortement, pour moi c'est très important, c'est très déstabilisant. Ça amène à quelque chose qu'on condamne souvent comme étant du relativisme, comme s'il n'y avait pas de vérité, tout le monde pense ce qu'il veut, etc. À mon avis, tout ce débat universalisme, relativisme, il est toujours mal posé. Ce dont il faut partir, à mon avis, c'est plutôt de ce que, alors un philosophe brésilien, Eduardo Viveiro de Castros, entre autres un anthropologue, a appelé le perspectivisme. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Aloha, qui est un autre théoricien des médias, qui vient de faire un livre super sur la perspective. Je ne sais pas si je l'ai ici. Et il me semble qu'il faut, voilà, quand on nous dit relativisme ou universalisme, il faut ne pas parler de ça et il faut revenir à des questions de perspective. On voit toujours et on pense toujours à partir d'une certaine perspective. Et même la science qui se veut objective, ben oui, le fait que si je prends ceci et que je laisse tomber, ce n'est pas une affaire de croyance, ça va partir ici et ça ne va pas partir vers le ciel. Donc ça, on pourrait dire, voilà, c'est quelque chose d'universel. C'est vrai que ça tombe toujours vers le sol, pour des questions d'attraction de masse, mais la façon dont j'utilise ces savoirs, la façon dont je construis la notion même de gravité, c'est parce que moi-même j'ai un corps, c'est parce que moi-même j'ai un certain rapport à la nature, et c'est finalement toujours depuis ma perspective que certaines choses sont importantes ou ne sont pas importantes. Et là, je vais juste finir là-dessus. Pour moi, c'est la grande distinction entre la vérité et la pertinence. C'est vrai que ça tombe vers le sol, et c'est pas vrai que ça monte au ciel. Donc là, c'est vrai. Maintenant, il faut toujours se demander pourquoi les choses sont pertinentes. Et poser la question de la pertinence, de savoir pourquoi on se pose cette question, c'est aussi important, voire plus important, à mon avis, que de voir après coup si telle chose importante ou pas importante est vraie. Et cette distinction entre les catégories de vérité et les catégories de pertinence, elle nous aide, à mon avis, à discuter avec des djihadistes, à discuter avec des gens qui sont des militants anti-avortement, parce que justement, il y a des choses qui sont importantes, comme est-ce qu'une femme, dans telle situation, est-ce qu'on va lui interdire de faire un avortement alors qu'elle peut le faire? Est-ce qu'on va lui imposer une grossesse au nom de quelle valeur, etc. Là, on rentre dans des choses qui sont très concrètes. Et je crois qu'on peut avoir des arguments, et peut-être qu'on ne se mettra pas d'accord, mais en tout cas, on peut se battre pour certaines idées. En revanche, de prétendre que les djihadistes ont tort et que moi j'ai raison, ça me semble très très difficile dans l'absolu. Oui, on voit bien que vous venez de la littérature plutôt que de la philosophie, parce que je me rappelle que Cynthia Fleury a dit quelque chose comme ça, elle est psychanalyste aussi, oui, j'aime bien ça. Qui a dit, ah oui, vous savez, un écrivain a toujours raison, puisqu'il vit ce que vous dites dans son univers et dans sa démonstration fictive. C'est de la fiction. Tout à fait. Et moi, je voudrais... oui, je pense spontanément à Husserl, là, qui a quand même été le philosophe qui a cherché la vérité. Et bon, le point de vue
crois qu'il était, est-ce qu'on peut dire phénoménologue? Bah, tout à fait, Husserl, c'est la phénoménologie. Il y a quelque part, la philosophie cherche quand même la vérité. Alors voilà, moi je n'ai jamais prétendu être philosophe, donc là il faut demander aux philosophes ce qu'ils font et comment ils pensent ça. Moi je suis littéraire et je dirais que pour moi la beauté de la littérature, c'est, parce que je ne suis pas écrivain, c'est de lire des textes en essayant justement de sortir de mes idées à moi, de sortir de la façon dont moi je pense que la vie ça commence ici, ou la vie ça finit là, ou ceci ou cela, et de me plonger dans une pensée autre. Et donc que ce soit de me plonger dans une pensée de militant anti-avortement, que ce soit de me plonger dans une pensée de djihadiste, là c'est des cas extrêmes forcément qu'on prend, mais que finalement la littérature, l'expérience de lecture littéraire, c'est ça, c'est de se dire que, comme vous disiez à travers Cynthia Fleury, l'écrivain a toujours raison de dire ce qu'il dit, même si on n'est pas d'accord avec lui, et c'est une sorte de gymnastique mentale ou d'exercice mental pour nous de comprendre les raisons qui font qu'il a des raisons pour dire ça. Ce n'est peut-être pas forcément toujours des bonnes raisons, ce n'est pas des raisons avec lesquelles on est d'accord, mais quelles sont les raisons qui le poussent à dire ceci? Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui pour moi est fondamental, de nouveau, et dans la littérature, et dans le rapport aux autres, en particulier aux autres cultures. Je crois qu'il faut absolument qu'on mesure le fait qu'on doit vivre dans des sociétés multiculturelles, et que qu'est-ce que c'est que des sociétés multiculturelles? C'est des sociétés dans lesquelles, justement, sur un même territoire, on doit vivre ensemble avec des gens qui ont des valeurs potentiellement très différentes, potentiellement incompatibles avec les nôtres. Et donc, il faut essayer, il faut faire cet exercice d'essayer de comprendre quels sont les principes, les raisons, les valeurs qui font que pour eux, ceci est impossible ou ceci est nécessaire, etc. Vous avez apparemment jusqu'à, pas défendre, mais accepter qu'au nom de cette pertinence ou au nom de cette autre culture et les autres raisons de penser, on accepte de faire bouche cousue à propos d'un assassinat de Samuel Paty qui était simplement un professeur de droit civique ou de... Enfin oui, de civilisation. Tout à fait. Pour avoir montré ou avoir voulu faire un cours sur la liberté d'expression. Alors là, c'est un cas très très dramatique, tragique et complexe. Donc là, il y a toute une série de niveaux où il me semble qu'on peut se poser la question comment est-ce qu'il faut parler de ceci? Et ça peut être comment est-ce qu'il faut parler, d'abord, est-ce qu'il faut en parler, justement, est-ce que c'est pertinent ou pas, et après, comment est-ce qu'il faut en parler, des caricatures, des caricatures de Mahomet, parce que toute cette histoire est quand même partie de là. Donc, est-ce qu'il faut absolument en parler pour défendre la liberté d'expression, ou est-ce que c'est mieux de ne pas les montrer ou de ne pas en faire toute une histoire? Moi, c'est plutôt mon point de vue. Il me semble que d'en faire un objet de défense de la vision française de la laïcité, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Il faut défendre certaines libertés, je crois, il faut défendre quelque chose comme la laïcité, mais on voit très bien que c'est un point d'excitation et un point d'irritation, et je ne crois pas qu'on gagne quoi que ce soit à irriter davantage ceci. Donc je crois qu'il y a plein d'autres façons de défendre l'émancipation des femmes, de défendre la liberté d'expression, de défendre... Il y a plein d'autres façons, et on les fait pas, ces autres façons, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, et on s'excite sur ces histoires de caricatures de Mahomet, comme si on acceptait de ne pas les republier, c'était la fin du monde. Non, je crois que ce n'est pas du tout la fin du monde. Et de nouveau, qu'il peut y avoir de bonnes raisons de se sentir offensé par ces caricatures, de se sentir offensé par l'obstination de certaines populations de montrer ces caricatures, et que là, je crois qu'on n'a rien à gagner à jouer cette guerre-là. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, le fait que M. Paty ait été assassiné, forcément, c'est beaucoup plus dramatique, parce que là, c'est une vie humaine, et là, bien sûr qu'il faut en parler. Moi, c'est plutôt, de nouveau, l'insistance à, sitôt que quelque chose comme ça se passe, en faire forcément les nouvelles du soir, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu
données sur cette journée-là, que ce soit des choses dramatiques ou que ce soit des choses qui nous inspirent à voir que le monde peut changer d'une façon positive, et de ça on ne parle pas. Donc là moi je suis un petit peu agacé pour ça, mais de nouveau il y a plein de couches très différentes, et quelque chose comme ce qui s'est passé avec M. Paty est dramatique, et là moi je ne me sens pas du tout en capacité de juger oui, non, pour, etc. Mais c'est effectivement tout ça, ça pose ces problèmes-là, ça pose absolument ces problèmes de comment on coexiste en ayant des valeurs, des raisons qui peuvent être très différentes. Et là, il me semble, et là c'est aussi cette histoire d'hospitalité ou de conflit, c'est un petit peu faire avec, c'est un petit peu aussi le sujet du livre, là vous avez très très bien compris. Pour moi, la direction, c'est de se dire, les pertinences, c'est les choses qu'on doit faire pour des raisons pratiques, et ces choses qu'on fait pour des raisons pratiques, à partir du moment où on vit ensemble, on a de fortes raisons de converger. À savoir, si vous me dites que vous allez mettre des déchets nucléaires ici, dans mon jardin, bah, moi je ne vais pas trouver ça très sympathique, mais je pense que le voisin non plus, mais je pense qu'il y a plein de gens, on va tous se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas une bonne idée de mettre des déchets nucléaires ici. Qu'on soit musulman, qu'on soit anti-avortement ou pas, empoisonner notre milieu de vie, ce n'est pas une bonne idée. Donc je crois que si on se reconcentre sur des questions pratiques qui sont nos conditions matérielles de vie, on va beaucoup, moi c'est pas une caricature de Mahomet qui va empêcher le fait que vous ne voulez pas empoisonner, que ce soit nucléaire ou pas, que vous ne voulez pas empoisonner votre jardin. Donc reconcentrons-nous sur ces choses-là, et malheureusement on doit se reconcentrer sur ces choses-là parce que le climat, parce que la biodiversité, parce que tout ceci, c'est vraiment très concret sur nos possibilités même de vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de raisonnement qu'on va devoir et qu'on va pouvoir faire ensemble à travers nos différences de religion, de définition de la vie, etc. Et que c'est vraiment important de se concentrer là-dessus en ce moment. Bon, je suis contente de vous entendre dire ça, mais je ne vous ai pas entendu sur l'écologie. Par exemple, c'est une urgence quand même d'agir un peu dans un consensus. Pour arrêter d'aller droit dans le mur. Tout à fait, tout à fait. Comment voulez-vous y arriver avec ce concept de la recherche du consensus? Est-ce que vous croyez que c'est possible dans un milieu multiculturel où certains disent non, je n'obéis à aucune loi que vous me prescrivez, mais j'obéis à Dieu? Pour moi, ce n'est pas Dieu qui fait problème par rapport à l'écologie. Moi, je crois que les religions, alors je vais dire des choses beaucoup trop générales, qui sont idiotes forcément, mais ce que les religions appellent Dieu, je suis assez enclin à penser que ça correspond à ce que nous avons appelé nature, à ce que nous appelons environnement, à ce qui fait un petit peu le fond derrière les objets ou les figures qu'on identifie. Donc pour moi, alors c'est très très général et c'est faux, donc c'est faux, mais la relation, pas tellement Dieu, mais le divin, il me semble qu'on pourrait faire une analyse anthropologique, peut-être ethnographique, de ce qui a été décrit par les Européens comme étant des religions ou du divin dans différentes populations, et que souvent c'était une sorte de respect pour quelque chose de plus grand que nous, et ce quelque chose de plus grand que nous, parfois, ça s'alignait avec la nature, l'environnement, etc., etc. Donc moi, je ne crois pas que c'est Dieu qui soit l'ennemi, ou les divinités qui soient autant que ça les ennemis de l'écologie. Pour moi, c'est plutôt les collusions d'intérêts autour du capitalisme et autour du maintien de sources de profit qui, pour le moment, fait plutôt obstacle à des choses. Donc, je crois que comment comment on peut faire des coalitions ou comment on peut trouver des consensus, il y a un cas en France qui est intéressant, qui est cette convention citoyenne, où des gens qui n'étaient pas tous alignés en termes de religion, en termes de partis politiques, d'après ce que j'ai compris, c'est des gens qui avaient des professions diverses, donc on a pris des gens très divers, et puis on les a fait réfléchir ensemble, et de fait,
Là, pour moi, c'est vraiment un exemple. Alors, je n'ai pas suivi exactement comment ça se passe au jour le jour, mais ce que j'en comprends, c'est assez encourageant pour se dire, des gens se posent des problèmes concrets. Il y a un problème climatique, on essaie de comprendre lequel il est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et que ces 150 personnes, très différentes, visiblement, se sont tirées au sort, visiblement, se sont assez mises d'accord sur des choses. Et des choses qui font sens pour tout le monde. Je pense que quand nous, on regarde ça, on se dit, bah oui, pourquoi on ne le fait pas? Et après, pourquoi on ne le fait pas, de nouveau? Parce qu'il y a des lobbies qui veulent continuer à faire de la publicité, qui veulent continuer à faire de l'argent en emmenant les gens dans les îles pour le week-end, il y a toute une série, qui veulent continuer à vendre des voitures, continuer à vendre du pétrole, continuer à vendre tout ça. Et là, c'est pas les religions, c'est vraiment le besoin économique de continuer à faire du profit financier qui pousse des lobbies et autres, ou des politiciens qui se disent « oui, mais on ne peut pas mettre tout le monde au chômage, etc. » Donc c'est vraiment des catégories économiques et des intérêts économiques qui font obstacle à l'écologie. Donc là, il me semble que, forcément, si on pouvait comme ça tous se mettre d'accord, ça ne va pas se faire. Donc il y aura des conflits, il faudra se battre contre des intérêts qui sont très très puissants et très fermement ancrés. Mais pour moi, c'est justement pas une question de valeur ultime, parce que c'est certaines personnes qui veulent défendre leurs actions en bourse, qui veulent défendre leur emploi, produire des SUV, produire du plastique, produire tout ceci, c'est produit, et moi ça me permet de payer mon loyer, ou ça me permet de nourrir ma famille. Et donc il faut replacer les questions en termes de choses pratiques. Oui, tout le monde a besoin de revenus pour nourrir sa famille. Oui, tout le monde a besoin de loyer. Donc quelque chose comme un revenu universel, ça permettrait justement de dire peut-être vous allez perdre votre emploi, peut-être vous ne pourrez pas continuer à vivre parce qu'il y a du tourisme et que les gens vont dans les îles pour un week-end en prenant l'avion. Peut-être que ça, c'est juste pas possible. Donc oui, vous allez être mis au chômage si vous êtes pilote d'avion ou si vous êtes steward, etc. Mais vous avez un revenu qui vous garantit que vous n'allez pas crever de faim, que vous n'allez pas être à la rue, et puis vous allez trouver d'autres choses à faire qui seront beaucoup plus utiles et beaucoup moins néfastes. Donc, ce temps de transition, vous parlez de transition tout à l'heure, je ne crois pas que ça va être facile, ça va être très difficile, parce que ça va être difficile à comprendre, ça va être difficile à accepter, et il y aura des conflits, c'est pour ça que je fais ce livre aussi. Mais plus on est proche des choses concrètes, et la Convention citoyenne, il me semble qu'ils se sont rapprochés de choses concrètes, comme quelles sont les limites à la croissance, les limites à la consommation, les limites à tout ceci, que ce soit entre voisins ou que ce soit au niveau d'une convention citoyenne pour toute une nation, ou que ce soit au niveau de l'Europe. Voilà, c'est cette approche pratique, pragmatique, je dirais, qui nous rapproche, et ce n'est pas des histoires de Mahomet ou de je ne sais pas quoi, qui souvent sont trop abstraites. Merci beaucoup.